Sous tension hier soir à l'hôtel de ville de Cayenne pour le deuxième débat public autour de l'installation de la mégamine aurifère de la Montagne d'Or. Opposants et partisans du projet se sont confrontés dans une joute verbale et même physique. Un nouveau succès pour le lanceur européen Ariane 5 qui a mis sur orbite hier soir 2 satellites de télécommunication pour le compte du japonais Sky Perfect JSAT et de l'italien Avanti. Retour sur ce lancement dans ce journal. Et puis, les vacances scolaires ont du goût pour les tout-petits grâce aux ateliers Les Petits Chefs animés par Précipitoula. Des enfants âgés de 5 à 12 ans ont appris des menus qu'ils pourront refaire chez eux, à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. À la une ce soir, le deuxième débat public au sujet de l'installation prochaine de la mégamine industrielle de la compagnie La Montagne d'Or a fait salle comble, je vous le disais hier soir, à l'hôtel de ville de Cayenne. Près de 400 personnes ont assisté à ce débat, pour le moins agité. De violentes empoignades ont eu lieu entre les membres de l'assistance. La réunion a dû être interrompue avant terme. Les détails dans ce reportage de Jonathan Lariot. Dans la salle, on ne mâche pas ces mots. Le premier soir du débat public à Cayenne au sujet du projet Montagne d'Or est loin de s'être déroulé dans le calme. Si l'ambiance de discussion a été difficile à maintenir, des questions ont tout de même été posées, la majorité d'entre elles contre le projet Montagne d'Or. Aujourd'hui, messieurs, dames, que ces personnes-là, la manière dont elles traitent les Guyanais, quand elles nous ont traités, ça leur dit la façon qu'elles traiteront la Guyane. Au-delà de l'aspect scientifique, non, au-delà de l'aspect moral, ce projet est inacceptable. C'est un refus catégorique, c'est un refus d'aller détruire notre environnement, c'est un refus d'aller piller les riches et les biens sur notre côte, c'est un refus d'aller à notre perte. Parmi tant de prises de parole soutenues, la communauté amérindienne accuse le projet d'être une menace pour le département. Il y a quelques années, on a reçu un ministre de l'économie qui a pu justement introduire le concept de mine responsable. Aujourd'hui, les présidents, il est président de la République aujourd'hui, on a bien compris que ce n'était pas le Père Noël, il ne nous fera pas de cadeau. Donc je pense que ce qu'il nous a laissé aujourd'hui sous l'aspect de la Montagne d'Or n'est pas un cadeau. Mais j'aimerais bien comprendre ce que vous appelez mine responsable. Quelles sont les limites de vos responsabilités? Je sais qu'après 30 ans, vous ne serez plus là. Vous garantissez quoi? 30 ans de santé? Nous, on sera là, nous. Nous, on sera là. 12 ans, excusez-moi, 12 ans. 30 ans, c'est trop. 12 ans. Mais après, vous ferez quoi quand nous, on sera empoisonnés? Face à une foule de plus de 400 personnes en majorité contre la mine industrielle, dur de faire entendre un autre type d'avis. Ici, cette citoyenne met en avant l'avantage d'une société aurifère légale face au ravage de l'orpaillage clandestin. Une première soirée d'échange difficile, la séance a dû être levée suite à des débordements. Alors que nous parlons dans le silence le plus absolu de toutes les organisations environnementales, de tous les écologistes qui sont complices du pillage des ressources, qui est en train de se faire. Une deuxième partie du débat se tiendra ce soir à la mairie de Cayenne sur l'étude environnementale. Pierre Paris, directeur de la Montagne d'Or, donne son sentiment suite à la réunion publique avortée hier soir. Il était ce matin au micro de Jonathan Lariot. Notre objectif, c'est de vraiment pouvoir répondre aux gens qui ont des questions sur le projet. Nous avons un bon projet, nous en sommes convaincus. Maintenant, il nous reste à expliquer pourquoi ce projet est bon, pourquoi nous pensons que ce projet est bon. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir un dialogue. Et un dialogue ne peut se faire que dans un cadre serein. De nombreuses personnes se sont déjà exprimées en faveur de ce projet. Nous ne sommes pas seuls. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Donc nous avançons confiants. Nous allons expliquer encore. Il y a certainement encore un déficit d'explication sur le projet. Nous devons prouver, montrer que ce projet est bénéfique pour les Guyanais. Que ces emplois qui seront créés seront des emplois occupés par des Guyanais, que ces entreprises que nous allons faire travailler, ce seront des entreprises guyanaises. Nous avons besoin d'expliquer, nous avons besoin de convaincre. Pour ça, nous avons besoin de pouvoir, nous, comme l'ensemble des Guyanais,
de nous exprimer dans un cadre serein. Nous avons droit à ce débat et ce débat ne peut pas juste être trusté par un petit groupe. Dans le volet social, les grévistes du service technique de la mairie de Cayenne ont expressément reçu l'ordre de cesser toute obstruction et de lever tout obstacle à l'entrée du service technique de Cayenne. Une décision du tribunal administratif qui leur a été notifiée ce matin. Chacun des occupants risque 5 000 € d'amende par jour de retard à partir de demain. C'est dans ce contexte que ce matin, le secrétaire général de l'UTG a tenu à mettre au clair les raisons de cette grève qui dure depuis 4 semaines déjà. Selon lui, il s'agit de raisons de sécurité avant tout. Jean-Marc Chemin s'est exprimé ce matin, regardez. Au service technique, vous avez un parc automobile et vous avez 38 véhicules qui ne sont pas à jour ni de leur contrôle technique ni de leur assurance. Le syndicat ITG a alerté la mairie de Cayenne depuis 2015. C'est sur un protocole, c'est factuel, vous pouvez le consulter si vous voulez. Depuis 2015, 2018, nous sommes toujours au même point. C'est extrêmement grave parce que le maire met en danger non seulement les employés du service technique, son personnel, elle met également en danger la population. Donc pour nous, c'est extrêmement grave. Donc nous faisons un droit d'alerte. C'est tout à fait normal. Cette grève, nous nous appuyons sur le code du travail. Ensuite, vous avez un problème de conditions de travail. Vous avez, je vous donne un exemple, 5 équipes. Sur les 5 équipes, il y a un marteau-piqueur. Les 4 autres équipes, lorsque ce marteau-piqueur est en service, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. La population, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient les gars là debout? Ah, ce sont des feignants. Mais c'est parce que le maire ne met pas en place les moyens pour ses ouvriers de travailler convenablement. Que nous demandons une enquête sur les risques psychosociaux. Et la mise en place de cette enquête, nous demandons également à ce qu'on déplace juste ce monsieur qui pose problème. L'enquête le dira. On demande à ce qu'il soit juste déplacé le temps de l'enquête. On ne demande pas de le licencier. On ne demande pas qu'il perde son travail. Ce n'est pas ça. C'est de permettre aux gens de retrouver une sérénité au travail. Un mot de l'actualité politique de la commune de Régina. Les 3 anciens maires de la commune ont chacun constitué une liste pour se présenter à l'élection municipale partielle intégrale prévue le 22 et le 29 avril prochain. Michel Kwami, Justin Anatole et Pierre Désert. 2 autres candidats sont en lice. Il s'agit de Céline Méhet, épouse parent, et d'Antoine Anatole Madère. Cette élection intervient, rappelez-vous, après la dissolution du conseil municipal de Régina en conseil des ministres le 8 février dernier. Michel Kwami dénonçait l'attribution de 13 hectares de la commune à l'entourage de la famille de Pierre Désert, conseiller municipal de l'opposition et ancien maire de Régina. Politique toujours. Hier, lors des questions au gouvernement, le sénateur Antoine Karam a interpellé la ministre de la Santé sur l'opportunité de créer un CHU en Guyane. Il s'inquiète également des conséquences néfastes du désert médical. Voici son intervention et la réponse de la ministre. Regardez. Comme vous le savez, de par leur géographie, leur isolement et leur situation démographique, les Outre-mer en général et plus particulièrement la Guyane sont extrêmement touchés par la désertification médicale. La Guyane est l'un des départements français le moins favorisé pour des indicateurs de santé, ce qui lui confère une situation sanitaire fort préoccupante. En effet, le sous-développement général en matière d'infrastructures et de professionnels de santé place le territoire en situation de crise chronique. Si des efforts sont faits, ils ne suffisent pas à rattraper le retard accumulé dans un contexte de forte croissance démographique. Pour ces raisons, les études de médecine constituent un véritable enjeu de développement pour la Guyane. Si nous disposons bien d'une université de plein exercice depuis le 1er janvier 2015, seule la première année commune aux études de santé PACES y est dispensée et reste rattachée à l'Université des Antilles. Peu d'enseignants, les cours se déroulent en visioconférence ou en support vidéo. Force est de constater que les conditions actuelles de formation ne permettent pas de préparer davantage d'étudiants en PACES et donc de futurs médecins. Pour rappel, la Guyane ne disposait que de 12 places en médecine pour 2018. Le gouvernement est-il prêt à étudier sérieusement l'opportunité de créer une faculté de médecine de plein exercice afin d'ouvrir le numerus clausus et de permettre à nos étudiants de poursuivre leur 2e et 3e cycle
sur le territoire guyanais. Nous avons pour la Guyane souhaité un renforcement des liens avec les services et les facultés des Antilles, et donc nous allons continuer à encourager cela. Nous allons également favoriser l'accueil en stage d'étudiants de 2e et de 3e cycle, ainsi que des postes d'assistants spécialistes dans les services hospitaliers de Guyane. Et nous avons annoncé tout récemment, lors de notre déploiement de la stratégie de prévention avec le Premier ministre il y a 10 jours, la création de 100 postes d'assistants dédiés aux Outre-mer et notamment à la Guyane qui sera prioritaire. Concernant la création d'une faculté de médecine, ça nécessiterait un CHU. Nous n'avons pas aujourd'hui les ressources hospitalo-universitaires pour créer un CHU supplémentaire. Nous n'avons évidemment pas la capacité de former aujourd'hui, vu la masse critique de patients et la masse critique de médecins, la possibilité de créer un nouveau CHU. Et le chiffre du jour est 180 €. C'est le montant annuel moyen du chèque énergie cumulable sur 3 ans. Cette année, c'est EDF et l'ADL, la Direction de l'Environnement et de l'Aménagement, ainsi que du Logement, qui gèrent conjointement ce nouveau dispositif. Ils annoncent l'envoi de 15 790 chèques énergie en Guyane. Pour en parler ce soir, Kerwin Alcide, le rédacteur en chef d'ATV Guyane. Bonsoir. Bonsoir Ayodele. Qu'est-ce que exactement ce chèque énergie ? Donc Antoine Karam, qu'on vient de voir à la télévision, évoquait il y a quelques jours donc, à l'Assemblée nationale la tarification sociale de l'eau. Donc le chèque énergie, c'est l'inverse avec l'électricité. Donc c'est un chèque que l'État va donner aux foyers modestes pour pouvoir payer la facture d'électricité ou peut-être s'occuper de la rénovation énergétique des logements. Mais je tiens à préciser quand même, ce n'est pas un chèque qu'on peut encaisser. Qui peut en bénéficier exactement ? On sait toujours dans les aides que l'État donne à la population, souvent des conditions donc, de ressources donc pour ces chèques-là. Pour une personne vivant seule, c'est 7 700 € par an. Et pour un couple avec deux enfants, c'est 16 100 €. Mais les bénéficiaires, ils n'ont pas de démarche à faire. Donc, ils peuvent aller sur le site voir s'ils peuvent bénéficier, mais ils n'ont pas de démarche à faire. C'est un dispositif qui a quand même un coût. Quel est le coût global de ce dispositif ? Cher. J'ai envie de dire très cher. Mais en tout cas, donc, on parlait tout à l'heure d'un montant moyen de 180 €. En réalité, ça part entre 43 € et 227 €. Donc, on a prévu effectivement donc, 15 000, près de 16 000 chèques par an pendant 3 ans. Donc, le montant donc, calculé est de 2,8 millions d'euros donc, que pour la Guyane sur ces 3 ans. C'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup, Kerwin Alcide, pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, en Guyane, mais aussi aux Antilles, les algues sargasses constituent un véritable cauchemar pour les pêcheurs et un réel désagrément pour la plupart des riverains. Marie-Laure Finéra-Hort, en sa qualité de vice-présidente de l'intercommunalité, va partir dans une délégation antillo-guyanaise pour rencontrer mardi prochain la conseillère de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire. L'objectif est de trouver une solution efficace contre l'invasion des sargasses. Les détails au micro de Pierre Tréfaux. En tant que vice-présidente de l'intercommunalité des Outre-mer, j'ai été invitée à faire partie d'une délégation qui rencontrera donc la conseillère du ministre, M. Hulot, qui s'occupe de la biodiversité et de la mer. Et donc c'est tout naturellement, dans l'ordre du jour on parlera de sargasses, et c'est tout naturellement que j'ai organisé cette réunion, parce que vous savez que Cayenne est la ville pilote, la ville qui a un port, et donc c'était important pour moi de connaître, en tout cas de savoir le diagnostic des pêcheurs. J'ai préféré les avoir en face de moi pour qu'ils puissent me donner les éléments de langage pour pouvoir participer à cette réunion. Quand il y a des sargasses pendant 3 mois, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils n'arrivent pas à pêcher, donc il y a quand même une perte de chiffre d'affaires. Et puis également s'appuyer sur l'expérience des Antilles, puisque les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe ont été touchées bien avant nous par le phénomène des sargasses. Donc revenir en Guyane avec des propositions certainement d'appareils, de machines, comme a parlé le maire de Rémire, une machine qui pourrait trier le sable et les sargasses sur la plage. Et puis pour les pêcheurs, je ne sais pas, il y a certainement des ingénieries disponibles. Je reviendrai avec, et puis surtout ce qui intéresse les pêcheurs, c'est surtout l'indemnisation.
Marie-Laure Finéraort le disait à l'instant, en Martinique également, les algues sargasses ont envahi les côtes, notamment la côte atlantique. Pour lutter contre le phénomène, un nouveau prototype d'engin de ramassage est en cours de rodage depuis 2 jours au Vauclin. Reportage d'Alizé Lutron et de Guy Raphaël René. L'engin que vous voyez derrière moi vous dit sans doute quelque chose. En juin dernier, il avait déjà fait ses preuves ici, sur la plage de la Pointe Fola. Le prototype a été élaboré, conçu à partir d'une machine qui servait à ramasser les betteraves. Le prototype est capable de ramasser jusqu'à 150 mètres cubes d'algues sargasses en 1 heure et se veut respectueux de la nature. Cet engin, il a 2 caractéristiques très importantes. La première, c'est son débit de chantier qui va permettre de faire face à des gros arrivages sur les plages de la Martinique. Et sa deuxième capacité importante, c'est d'être très sélectif vis-à-vis du sable. C'est-à-dire qu'on va avoir une quantité de sable qu'on va emporter avec les algues qui sera réduite vraiment à son minimum. C'est-à-dire qu'on arrive à atteindre 1% de sable par rapport aux algues. On a un premier système à l'avant qui permet donc le ramassage, qui lui va gratter le sable et récupérer les sargasses tout en emportant le moins de sable possible. On a des convoyeurs ajourés qui tamisent au fur et à mesure du convoyage le sable pour en évacuer le maximum. Et ensuite, on a une benne de stockage qui peut contenir jusqu'à 20 mètres cubes. 1 tonne d'algues a déjà pu être ramassée, rien qu'aujourd'hui. Face à l'ampleur du phénomène cette année, la préfecture a décidé de débloquer une aide financière exceptionnelle pour encourager ce genre de projet. Nous avons un fonds qui est à hauteur de 500 000 €. Ces 500 000 € sont préfléchés sur toutes les communes qui sont concernées par le phénomène sargasse. Et puis par ailleurs, dans le cadre de nos appels à projets, on peut mobiliser, dans le cadre de la dotation aux équipements des territoires ruraux, un accompagnement financier pour acheter certains matériels. Il reste encore quelques ajustements à faire sur ce prototype. Dans quelques jours, il balayera les plages d'autres communes. Un deuxième engin du genre est en construction. Il devrait être homologué pour l'année prochaine. Rendons-nous en Guadeloupe à présent avec l'incroyable élan de solidarité pour aider une mère de famille, Clarisse, et ses 11 enfants. Après la diffusion d'un reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe, les internautes se sont mobilisés pour aider cette mère de famille à trouver un logement décent. Plusieurs bailleurs sociaux l'ont même contactée. Elle est partie en rendez-vous ce matin. Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dechter et Patrick Curie l'ont suivie dans ces démarches. Regardez. Souvenez-vous de Clarisse, 38 ans et mère de 11 enfants, vivant dans un haut de villa inadapté à sa famille nombreuse, entraînant une dégradation des relations locatives entre son propriétaire et elle. Malgré de nombreuses tentatives auprès des bailleurs sociaux, aucune solution n'avait été trouvée. Cependant, 2 jours après notre reportage, les bailleurs sociaux commencent à se manifester. Quand je suis passée à la télé, ça a ouvert certaines portes, dont les gens qui m'ont vu m'ont contacté. Et la dame m'a donné rendez-vous afin que je puisse me présenter pour me faire des propositions ce matin. Un élan de solidarité s'est aussi mis en place afin de débloquer rapidement la situation de cette famille. Moi, j'arrête. C'est grâce à cette dame-là aussi qui a fait qu'aujourd'hui, je me présente aujourd'hui dans les bureaux de la SIG. Puis, un entretien d'une 40aine de minutes lui a permis de constituer un dossier pour l'obtention de logement social. Ça s'est bien passé. Là, je suis en attente d'une bonne réponse, j'espère. Et puis à part de ça, j'attends. Pour le moment, le seul logement qu'ils ont de F6, c'est à Bastère, à Dufort. Et je lui ai dit que j'accepte, mais là, il m'a dit que c'est la commission qu'il faudra attendre. La commission devrait se réunir le 27 avril prochain, de quoi redonner espoir à cette mère et ses 11 enfants. Retour en Guyane, le lanceur européen Ariane 5 a mis sur orbite hier soir 2 satellites de télécommunications pour le compte du japonais SkyPerfect JSat et de l'italien Avanti. Un nouveau succès salué par les responsables du centre spatial. Le reportage de Pierre Tréfou. Un décollage à 18h34 sans pépin pour le vol Ariane 242. Après un vol le 25 janvier dernier qui avait mal tourné au moment de la mise en orbite des satellites,
Pour son dernier vol, le lanceur Ariane a réussi avec succès la mise en orbite de ses 2 passagers. Il n'y a pas de lancement sans risque, il n'y a jamais de routine dans la préparation d'un lanceur et d'un lancement. Il y a eu effectivement le 25 janvier une déviation de trajectoire dont la cause a été parfaitement comprise et parfaitement corrigée. Voilà, et ce soir c'est un plein succès, donc c'est ce qui compte. À son bord, 2 satellites de télécommunications. Le premier, DSN-1 Superbird 8, un satellite de l'opérateur japonais Sky Perfect, qui couvrira l'ensemble du Japon. Le second, le satellite ILAS-4 de l'opérateur britannique Avanti, couvrira quant à lui des zones d'Afrique et d'Europe. On a annoncé en début d'année que nous avions jusqu'à 14 opportunités de lancement cette année. Nous avons parlé d'opportunités de lancement parce que pour que ces opportunités se réalisent, il faut qu'un certain nombre de choses se matérialisent, il faut que les satellites soient là à l'heure, que les lanceurs soient aussi disponibles. Donc nous verrons bien. On a un prochain lancement le 25 mai pour 2 clients très importants, l'Azerbaïdjan d'un côté et l'ISRO, l'Agence spatiale indienne. Mais nous nous organisons pour faire le maximum de lancements cette année. Pour son 3e lancement de l'année, le groupe Ariane Espace a réussi à mettre en orbite ses 2 satellites de communication. Le prochain lancement est prévu le 25 mai prochain. Et pour clore ce journal, les vacances scolaires font frémir les papilles des tout-petits grâce aux ateliers des petits chefs animés par Précipitoula. 15 enfants âgés de 5 à 12 ans se pressent dans la cuisine du marché bio pour apprendre des menus qu'ils pourront refaire à la maison. Chreslor Phillips et Joanne Manus ont assisté à l'une de leurs leçons de cuisine. Regardez. Ils ont entre 5 et 12 ans et se familiarisent avec la cuisine grâce aux ateliers des petits chefs de Précipitoula. Elle nous présente le concept et les menus. J'ai voulu réconcilier les enfants avec la nourriture, les apprendre à savoir ce que c'est être dans une cuisine. L'idée m'est venue par rapport à ce que j'ai une jeune gamine de 9 ans. Et à chaque fois que je suis en cuisine avec elle, elle veut être toujours à côté de moi. Donc le soir, quand j'arrive un peu fatiguée, j'ai pas le temps, donc j'essaye de lui faire comprendre, va prendre la douche, va te préparer, et tout. Et finalement, je me suis dit, mais elle est intéressée tous les jours. Il doit avoir pas mal d'enfants qui ont peut-être cette envie de rester en cuisine avec leurs parents. Donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa de pouvoir faire quelque chose, puisque c'est déjà mon métier, puisque je suis dans le métier de la bouche. Étant donné que c'est un atelier pour enfants, donc je vais plutôt faire des plats, quelque chose qu'ils peuvent faire facilement. C'est-à-dire quelque chose qu'ils vont vouloir acheter et au lieu de dire, ben maman, au lieu d'acheter, pourquoi pas le faire nous-mêmes? Cette initiation culinaire permet aux plus jeunes de s'approprier les bienfaits mais aussi les dangers de la cuisine. Que ça nous permet de les faire vraiment prendre conscience que dans une cuisine, voilà, ça se passe comme ça. Il faut faire attention au feu, il faut faire attention au couteau, il faut faire attention à l'eau, il faut faire attention à tout. Donc ce qui fait que le mieux pour moi, c'était de les prendre justement à partir de 5 ans. Et à 5 ans, c'est vraiment l'idéal pour démarrer cet atelier. Une activité qui fait le bonheur des enfants, mais pas que. Lui déjà, personnellement, il aime bien la cuisine et ça lui permet de voir autre chose que les recettes que je fais à la maison en fait. Ça lui plaît beaucoup, oui, ça lui plaît beaucoup parce qu'au moins il participe et comment dire, il est un peu autonome on va dire. Oui, il a déjà refait et il tenait absolument à refaire et il a bien réussi. L'après-midi placé sous le signe de la gourmandise qui laisse déjà des souvenirs sucrés aux petits chefs. On a appris que quand les chichis sont bouillis, on les met on les trempe dans les chocolats et on les mange. On met du lait et après du chocolat et après ça devient du chocolat. Et c'était bon. Ces ateliers sont proposés durant toutes les vacances scolaires. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Les discussions sous tension hier soir à l'hôtel de ville de Cayenne pour le deuxième débat public autour de l'installation de la mégamine aurifère de la Montagne d'Or. Opposants et partisans du projet se sont confrontés dans une joute verbale.
Un nouveau succès pour le lanceur européen Ariane 5 qui a mis sur orbite hier soir 2 satellites de télécommunication pour le compte du japonais Sky Perfect JSAT et de l'italien Avanti. Nous en parlions dans cette édition. Et puis des vacances scolaires qui ont du goût pour les tout petits grâce aux ateliers Les Petits Chefs animés par Précipitoula. Des enfants âgés de 5 à 12 ans ont appris des menus qu'ils pourront refaire à la maison. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Vous retrouverez lundi matin Chris-Laure Phillips pour d'autres actualités locales et régionales. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée sur ATV Guyane.